si vous partagiez vos abonnements pour payer moins cher. Il faut renseigner ses coordonnées bancaires et dire ce qu'on souhaite partager parmi la trentaine d'abonnements proposés. Que va devenir Split, l'application développée à Rosières-près-Troyes dans l'Aube et dans le viseur de certaines plateformes de streaming? Bonjour Jonathan. Salut Nelly. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien. Est-ce que tu as ton ticket? Ah bah oui. Allez, c'est parti. C'est un amateur des roller coasters? Alors un amateur, j'en ai fait pas mal. J'ai fait Europa Park, Disney, Astérix. Après, un amateur, je ne vais pas dire non plus un gros amateur. T'es pas fan? Non, je suis pas fan. J'ai pas peur pour autant, mais j'aime bien de temps en temps. Bon, on a reçu ton dessin et il y a quand même une fibre artistique. Quand tu as fait ce dessin, qu'est-ce que tu as ressenti au moment de le faire? Je me suis retracé mon passé surtout. Alors déjà un amusement parce que j'avais quand j'étais petit, je ne sais pas si vous connaissez, mais SimCity où on construisait des villes, mais j'avais aussi un logiciel qui me permettait de créer mon petit parc d'attractions et j'adorais faire des roller coasters énormes, des trucs où des fois justement je faisais exprès de les casser pour qu'il y ait des drames sur le parc d'attractions. Et en le refaisant en fait ça me faisait penser à ça et ça m'amusait finalement de retracer mon parcours. On en discutera après, mais surtout 2 roller coasters différents parce que c'est ma première expérience et ma deuxième. Donc ouais, c'était assez marrant et j'ai pris les crayons de couleur de mon fils pour le dessiner. Il était à ma droite en train de dessiner pour qu'il me laisse tranquille. Et moi j'étais avec ses petits crayons et il me regardait faire, c'était rigolo. Donc là on commence l'aventure, Jonathan, tu commences l'entrepreneuriat assez tôt finalement? Oui, en 2004. En 2004, j'avais 20 ans. Et en fait, entre 2002 et 2004, j'étais justement illustrateur à la base, même si ça ne se voit pas forcément, illustrateur et maquettiste pour une société qui s'appelle Bayard Presse, qui est dans la presse jeunesse, donc ils font autant de la presse, donc ils ont la Croix, etc. pour les seniors, mais pour la presse jeunesse, moi j'étais sur le magazine Image Doc, qui est un magazine pour enfants, et je faisais des maquettes. Et à cette époque-là, en études, j'ai eu une idée de plateforme de blog qui me passionnait, parce que je commençais à m'intéresser au digital plus que du print et de la presse. Et j'ai eu l'idée de créer une plateforme de blog, mais qui n'avait pas vocation à devenir une entreprise derrière, mais que j'ai mis en ligne et qui a très bien fonctionné. Donc cette plateforme de blog, ça a été le démarrage. Tu as mis les mains dans le cambouis, finalement. Je ne savais même pas qu'on pouvait monétiser un site à l'époque. On était en 2004, il y avait pas, les LinkedIn n'existaient pas, le réseautage, enfin tout était différent. Et vraiment, je ne pensais même pas que je pouvais gagner ma vie avec Internet. J'ai mis ce projet en ligne, j'ai eu beaucoup de visiteurs et en fait, en me rendant compte que ces visiteurs, je pouvais les monétiser, mais très simplement avec de la publicité, c'était du clic à l'époque. J'avais mis Google, qui était les premières versions des régies publicitaires, parce qu'il y avait très peu de régies publicitaires existantes. Et on a commencé comme ça, j'étais tout seul dans ma chambre à faire ça de mon côté, et puis c'est monté. Et on était en 2004, et entre 2004 et 2007, ça a un peu évolué, j'ai fait une levée de fonds à partir de 2007. Donc sur le même projet? Toujours sur le même projet. Et donc c'est le projet qu'on voit là, en forte ascension. Oui, exactement. Pourquoi en forte ascension du coup? J'ai appris beaucoup déjà de ce premier projet, parce que j'avais, comme je l'ai dit, j'ai arrêté les études très tôt, avant même de finir mon BTS en communication visuelle, je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc j'avais absolument rien appris sur l'entrepreneuriat, mes parents ne sont pas forcément dans ce domaine non plus. Donc vraiment, j'ai tout appris sur cette première expérience. Et en fait, c'est une société qui est montée très vite. C'est pour ça que j'ai mis une courbe qui monte très très vite. Pourquoi monter très vite, non pas forcément en chiffre d'affaires, mais plus en termes de levée de fonds. Je ne connaissais rien en levée de fonds, mais on nous a approché une première fois. C'était un industriel qui nous a proposé de mettre des fonds dans la société, parce qu'on était connus en termes d'audience. Et on a levé, je crois, la première levée de fonds, c'était 250 000 € en 2007, après 350 000, après encore 350 000. Ce qui fait qu'on est monté très vite en fait en termes de levée de fonds et d'embauche. J'ai dû faire plein de choses très très vite pour forcément quand on lève des fonds, on nous demande de dépenser l'argent. Et ça a été à la fin, pour la faire assez courte, plus un échec parce que quand on lève aussi facilement des fonds, on ne cherche pas à monétiser, on ne cherche pas à trouver le business model derrière. La plateforme de blog tournait très bien parce qu'on avait beaucoup de visiteurs sur cette plateforme. On faisait partie des 100 plus grosses audiences françaises avec plus de 12 millions de visiteurs uniques à l'époque par mois. C'est énorme. Mais monétiser avec des régies publicitaires, c'est très compliqué. C'est un cours de bourse, une régie publicitaire. Déjà, il y a des saisonnalités. Quand il n'y a pas d'annonceur par rapport à une crise ou autre, ça devient très compliqué. Donc on n'a jamais réussi vraiment à gagner de l'argent avec cette plateforme. Et au bout d'un moment, j'ai plus réussi à lever des fonds. On commence à être endetté. Et ça finit en redressement judiciaire.
Donc là, ça y est, c'est les wagons. Le petit train qui tombe, parce que c'était pas aussi violent, mais voilà, c'était le fait de devoir licencier des salariés, etc. C'était super compliqué, c'est des choses que je maîtrise absolument pas, même aujourd'hui en termes de management, etc. C'est des choses où j'ai du mal en fait à expliquer à un salarié, écoute, tu vas devoir partir parce que voilà, on peut plus te payer aujourd'hui. Donc c'était très très compliqué, on est monté très vite et même pour certains salariés c'était un choc parce que ça se voyait pas du tout. On avait des très beaux bureaux, enfin ça donnait l'impression que tout fonctionnait bien, mais et je calculais pas ma trésorerie. Moi, au début, quand je levais 350 000, je voyais 350 000 sur le compte, je dépensais sans compter. Et finalement, la trésorerie, ça part très très vite, notamment les charges. Et voilà, donc c'est une société qui est en redressement judiciaire. Justement, le parti en redressement judiciaire, tu l'as anticipé ou c'était a posteriori? Enfin, comment... Ça a été fait totalement. C'est mon comptable un jour qui m'a dit « mais là, vraiment, il faut que tu te mettes en... » Parce qu'en fait, on peut même, en tant que gérant, on peut être attaquable là-dessus. Donc je me rendais même pas compte. C'est-à-dire qu'on avait des dettes auprès des privilèges qui sont l'URSSAF, les impôts. On avait des fournisseurs qu'on ne pouvait plus payer. Et au bout d'un moment, on a été obligé de se mettre en redressement judiciaire parce qu'on avait reçu une lettre d'huissier d'un prestataire qui nous demandait finalement de payer une grosse facture. Et au moment du référé, on nous a demandé de payer sous une semaine cette facture. C'était impossible de la payer, donc on s'est mis en redressement judiciaire. Ok. Et là, finalement, c'était quoi ta volonté? C'était de pérenniser, que quelqu'un reprenne ou c'était que tout s'arrête? C'était alors... Tout arrêter, c'était compliqué parce que alors vraiment, je m'étais beaucoup attaché à ce premier bébé. C'était ma première entreprise, ma seule entreprise, et j'avais du mal à me dire que finalement, ce nom de domaine, tout ce qu'on avait créé, on le clôture comme ça et on abandonne tout. Donc, on a essayé on l'a sauvé, c'est-à-dire qu'on a réduit drastiquement toutes les charges qu'il y avait. Je crois qu'on n'était que 2 ou 3 salariés à la fin, donc il fallait quand même qu'il y ait un développeur pour continuer à faire tourner le service. T'étais à combien au plus fort de la croissance? On devait être 23 personnes. Ouais. 23 personnes, mais la société n'a jamais dépassé, je crois, les 180 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça ne va pas du tout avec le nombre de salariés et aussi les charges qu'on avait. On avait des bureaux dans le 17e. Enfin, oui, non, voilà. C'était la start-up comme on l'entend. Comme on peut le voir encore aujourd'hui. Quand on voit des licornes qui lèvent énormément, mais qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent en face, qui ont tendance à... Voilà, c'est quelque chose, en tout cas, que je ne referai pas. Et on en reparlera par la suite, mais sur ma nouvelle société, je ne me comporte pas du tout de la même manière. Mais du coup, on l'a mis en redressement judiciaire et on a quand même réussi à céder la société quelques années plus tard, 1 an ou 2 après le redressement judiciaire, au groupe Webedia, qui était très bien placé pour acheter ce type de plateforme. Il ne recherchait pas du chiffre d'affaires, du MRR ou quoi, il recherchait de l'audience. Il venait de racheter jeuxvideo.com, allociné.com, un de nos concurrents Overblog. Donc ils nous ont racheté beaucoup moins que les valos qu'on avait eu de levée de fonds, mais on a quand même réussi à faire un petit exit là-dessus. D'accord, donc là c'est ton premier exit d'entrepreneur. Exactement. Tu dis échec, je trouve que le mot est lourd quand même. Tu le sens vraiment comme ça? Je le sens parce que je pense, enfin, la responsabilité est pas du... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment moi qui ai déconné là-dessus. Si j'avais été un bon gestionnaire, un bon père de famille sur cette société, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui font la même chose que ce qu'on faisait à l'époque, pas forcément sur le terme blog, mais sur de la création de sites internet, on était exactement sur ce type de service. On avait créé finalement un CMS, un outil qui permettait de créer des sites internet plus que des blogs, les personnaliser, vraiment faire des super templates avec. Et si par exemple on avait pris le bon pivot pendant un moment, plutôt que de se dire on doit être gratuit et être financé par la pub, mais plutôt vendre de l'abonnement, quitte à le vendre 3 € par mois, vu la quantité d'utilisateurs qu'on avait, je pense qu'on aurait pu continuer. Ça se trouve, la société existera encore aujourd'hui. Enfin, elle existe aujourd'hui, mais sous le nom de Webedia. Mais je pense que voilà, j'ai pas réagi assez vite. Et est-ce que tu ne crois pas aussi qu'il y a eu une influence des modèles américains où je pense qu'on a tous été confrontés, où finalement c'était la croissance en premier et on voit le business plan plus tard? Totalement. Alors là, totalement. Et d'ailleurs, c'est même parce que j'avais pas de mentor à l'époque. Aujourd'hui, c'est génial de pouvoir d'échanger avec des personnes qui vont nous conseiller. À l'époque, j'avais pas réellement de mentor. Les seuls mentors que j'avais, finalement, c'était notre fonds d'investissement, mais qui voyait vachement à l'américaine. Donc, ils me disaient non, mais vas-y. Et d'ailleurs, on avait des propositions de rachat très intéressantes avant le redressement qu'on a refusées, qui étaient sur des valos bien différentes. Et ils m'avaient dit non, mais continue à grossir. Tu vas voir, ça va monter très très haut et on pourra revendre la boîte. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, c'est eux aussi qui m'ont abandonné sur la dernière année quand on n'avait plus la trésor pour payer. Ils m'ont dit non, mais là, par contre, on peut plus. Donc ouais, je pense que c'était ça aussi. C'est qu'on se disait, comme beaucoup de sociétés qui ont essayé à l'époque de tout miser sur l'audience en se disant voilà, finalement, cette audience, ça va valoir beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc première expérience un peu Enfin, tu as un peu connu les deux, c'est-à-dire le up et le down. Oui, c'est ça. Sur combien d'années ça s'est passé, ça, finalement? Quand même assez long, parce que c'est vrai qu'il paraît assez court. Il monte très haut, mais il paraît assez court.
Étant donné que la société, en fait, réellement, le projet, je l'ai lancé en 2004. La société a été créée en 2007, parce qu'au début, j'étais plus à mon compte sur ce projet. Entre 2007 et vraiment cédé en 2014, donc 2014-2015, donc 7-8 ans. D'accord, donc c'est quand même une entreprise qui a perduré et qui perdure encore aujourd'hui. Qui a passé la barre des 3 ans déjà, ça c'est sûr. Déjà. Et qui existe encore aujourd'hui, mais là j'ai vu récemment, le nom de domaine n'existe plus. Ils ont redirigé ça vers les plateformes Overblog, qui est devenue finalement la référence de leur plateforme, parce qu'ils ont racheté quasiment toutes les plateformes de blog, Webedia. Donc des blogs existent encore, c'est même assez drôle de voir des blogs qui marchaient très bien chez nous, où les utilisateurs continuent à les mettre à jour, etc. Mais voilà, ça tourne encore, mais ça vivote. Et donc là, dans cette période de redressement, toi, en tant que dirigeant, tu commences à te projeter sur la suite ou tu es plutôt dans une période compliquée? Je suis une période très compliquée. Très compliquée parce que j'ai beaucoup perdu aussi là-dedans. Donc, j'ai eu la cession, mais il faut savoir que la cession, il me restait 30% de la société. J'avais levé beaucoup de fonds sur des valos différentes et dans ces fonds d'investissement, il y avait je ne sais plus le terme exact, mais en gros, les fonds étaient prioritaires sur la valeur de rachat. Donc j'ai récupéré quand même quelque chose, mais pas grand-chose. Je n'avais pas le droit au chômage non plus, parce que j'étais gérant. Donc en gros, ça me permettait de survivre pendant 1 an. Et pour survivre, du coup, ce que j'ai fait, j'avais pas d'idée qui me venait pour recréer quelque chose. Et même, je crois que j'avais presque du dégoût, je n'osais plus me lancer sur autre chose. J'ai créé une agence très basique qui conseille sur de la stratégie digitale, de la création de sites, de la location de studios comme ça pour des politiques, pour des marques, etc. Donc on faisait un peu de tout. Ça a bien fonctionné. On est monté, je crois, jusqu'à une 30aine de personnes assez vite. Mais finalement, le modèle d'agence ne me correspond pas du tout. Pourquoi manque de créativité? Enfin, quoique non. Pas de créativité, mais le fait de travailler pour des clients où des fois, d'ailleurs, on n'était pas, et pas que moi, mais pas forcément d'accord avec les demandes, mais d'être obligé de le faire, parce que forcément, on doit écouter ce que nous dit le client. Et le fait de ne pas valoriser quelque chose. J'aime bien créer des produits, j'aime bien créer des choses où je me dis c'est un peu comme construire une maison. C'est moi qui le crée de mes mains, enfin moi et les équipes, mais voilà, je crée de la valeur. Une agence, c'est très difficile aujourd'hui de créer de la valeur sur une agence, sauf si on a de la notoriété. Ça peut arriver qu'on arrive à vraiment communiquer sur la marque de son agence, et dans ce cas, on crée de la valeur. Mais j'avais l'impression finalement, c'est comme si j'étais auto-entrepreneur à mon compte avec une agence. Donc voilà, je préfère créer des choses qui me font vivre d'eux-mêmes et qui créent de la valeur et que ce soit surtout mon propre produit. Donc quand même une belle agence, finalement. Une belle agence, oui. Et tu décides de la garder? On a décidé de l'arrêter. Même si certains des salariés, en tout cas, sont restés sur le dernier de mes projets. Mais oui, on a décidé de l'arrêter parce que ça vivotait. Et le fait que je parte aussi, parce qu'on voulait continuer à la faire tourner. Moi, je voulais partir et une autre personne stratégique est partie. Ça devenait compliqué de la garder. D'accord, donc vous arrêtez le projet. Oui. Et vous repartez de nouveau. C'est ça, repartez de nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de Split m'est venue pendant que j'avais encore cette agence. Mais c'est assez drôle, parce que c'était le pur des hasards, mais je crois que j'étais sur la fin, j'en avais un peu marre de travailler pour cette agence. Et l'idée est venue alors que j'avais même pas en tête de me dire tiens, c'est maintenant qu'il faut créer quelque chose, c'est maintenant qu'il faut que tu aies l'idée. C'est vraiment en partant d'une conversation avec mon ex-compagne qui me disait, écoute, c'était un matin, je m'en souviens très bien, elle me disait... j'ai une amie qui me propose de payer Apple Music à plusieurs. Donc Apple Music à plusieurs, à l'époque, je ne sais plus combien ça coûtait, mais il fallait envoyer 3 € par mois sur le compte de sa copine. Et là, elle me dit, mais elle est pas gênée, parce que moi, je lui paye mon Netflix depuis 3 ans, elle est dessus, je ne lui ai jamais rien demandé. Et moi, je trouvais ça assez drôle. Je te disais, écoute, moi, je trouve ça plutôt fair play, au contraire, de te dire, viens, on prend un abonnement à plusieurs, ça va te revenir moins cher que ce que tu payes aujourd'hui. Mais à l'inverse, dis-lui de te payer ta quote-part de ton Netflix. Et on a voulu se connecter sur un Lydia, sur du PayPal ou autre pour voir s'il existait des sites qui le permettaient. Et rien ne permettait de faire du virement récurrent, en tout cas du paiement récurrent, pour des petites parts. Tu as l'habitude de faire des virements récurrents quand tu es colocataire avec une personne, tu vas le faire depuis ta banque. Mais s'il faut envoyer 2,50 €, 3 €, en plus si tu commences à avoir plusieurs abonnements pour t'y retrouver dans tes relevés, c'est compliqué. Donc voilà, je me suis dit très très vite, c'était le matin à 11 h du mat, j'avais mon associé et mon meilleur ami qui s'appelle Brice, qui était chez moi, on était déjà en train de travailler sur des keynotes pour essayer de voir un peu ce qu'on allait faire, les premiers mock-ups en fait de ce qu'on allait faire pour ça. Et voilà, l'idée de Split m'est venue comme ça, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je me concentre quasiment à 95% sur Split, 5% d'agence, mais Split m'a permis d'en vivre assez vite. Donc voilà. Tu as toujours rebondi par l'entrepreneuriat? Oui, j'ai quand même hésité. C'est vrai que j'en parle très peu, mais vers la fin de l'agence, j'avais quand même fait quelques
quelques entretiens que j'avais jamais fait de ma vie. Jamais, parce que même quand je travaillais à Bayard Presse, bon, j'ai plus honte de le dire, ça date, mais j'avais été pistonné parce que ma mère a passé sa vie à Bayard Presse, mon grand-père a passé sa vie à Bayard Presse, donc j'avais pas eu besoin de faire d'entretien. J'avais jamais fait d'entretien de ma vie. Donc les seuls entretiens, j'en ai fait 2, qui s'étaient bien passés en plus, mais par contre j'avais un CV catastrophique pour certains. C'est que quand tu as toujours été entrepreneur, j'arrivais même pas à me vendre parce qu'ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire chez nous ? Bah, je sais faire ça. En fait, tu sais faire plein de choses, mais tu n'as pas l'impression d'être spécialisé sur quelque chose. Je ne savais même pas pour quel poste je postulais au final. Donc, je veux prendre la place du CEO. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Même si maintenant, on entend parler des termes de co-founder later, etc., des personnes qui cherchent, des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale pour cofonder quelque chose. Là, vraiment, je ne savais pas où me placer. Mais du coup, vraiment, Split est tombé au bon moment. Donc, l'aventure commence un matin avec ton meilleur ami et un autre cofondateur. Vous partez à 3, donc les 3 alignés, le même timing. Alors, oui, non. C'est-à-dire que les 2 autres, en tout cas les 2 cofondateurs qui étaient avec moi, eux n'avaient jamais entrepris. J'avais pas prévu de créer un projet. C'est juste que les 2, elles m'avaient dit si un jour tu as envie de recréer quelque chose, mets-nous dans ton projet. Donc après, il faut leur trouver forcément des choses à faire. Et là, tout au début, c'était très simple. Brice, c'était pour la partie design, parce que c'était un très bon designer, un très bon UX designer. Et la deuxième personne avait des fonds. Donc je lui ai dit, écoute, pour commencer à payer un premier développeur, l'hébergement, il faut que tu puisses mettre des fonds. Avec Brice, on n'avait pas forcément les moyens de payer un premier développeur. Lui les avait, donc c'est vraiment comme ça qu'on a démarré. Je vais avoir la question qui tue, se mettre avec son meilleur ami. Ça a des bons et des mauvais côtés. Des bons côtés parce que en fait, Brice, j'ai aucun problème avec lui pour lui dire ce que je pense et puis des fois, on peut s'engueuler, mais vraiment comme des frères. Mais des fois, il peut y avoir des phases assez compliquées. En tout cas, avec Brice, ça se passe bien, mais d'expérience, je sais qu'il faut quand même faire attention. Donc là, ça y est, l'aventure commence. Split prend son essor. Là, on est sur la nouvelle rampe de lancement. Petite rampe de lancement qui part tout doucement. C'est pour ça que j'ai fait une petite grue, parce qu'on était en construction, parce qu'on a une phase en fait, où on a lancé un MVP très tôt. J'aime bien, j'aime pas attendre que le projet soit totalement prêt pour le lancer. J'aime bien tout de suite aller très vite. Donc, même aujourd'hui, un entrepreneur qui se lance, je lui conseille, mais crée une page d'accueil, une landing page en no-code. Enfin, tu te prends pas la tête, tu expliques ton projet. Tu peux même faire croire que les choses existent, mais elles n'existent pas encore, juste pour voir si... Exactement. Voir si ça fonctionnait. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'en lançant cette première landing page, il y avait quand même un module de paiement, mais uniquement avec PayPal. Enfin, c'était vraiment très, très mal fait. On a eu beaucoup de médias qui sont intéressés à nous. Parce qu'on était dans l'actu, ça parlait d'abonnement, etc. Donc, on a vivoté comme ça avec les premiers médias entre le mois de mai, où on a lancé vraiment le premier MVP, et fin octobre. Fin octobre, en fait, c'est le moment où on a lancé la version officielle de Split. Et en plus, on avait la chance d'être accompagné par France 2 ce jour-là. Donc, il y avait un programme de 20 minutes sur le lancement de Split sur France 2. Donc, autant te dire que le premier jour du lancement de Split, on avait 15 000 utilisateurs. Donc, c'est juste génial pour te lancer. C'est sûr que c'est des moments où tu dois être un peu en ébullition. En ébullition, on avait super peur aussi du crash. Du crash, on en a eu beaucoup après dans des JT, mais même en fait de voir si, même avec un reportage sur France 2, ça allait prendre. Et surtout que Split, c'est vraiment un système, j'en parle souvent, mais la complexité de Split, c'est que c'est de l'offre et de la demande. Si tu n'as pas d'offre, forcément les demandes ne vont pas arriver. Si t'as pas, c'est un peu comme Uber en fait. Si tu veux te commander un chauffeur mais qu'il n'y a pas de chauffeur, tu vas arrêter d'utiliser Uber. Et si tu es chauffeur chez Uber mais qu'il n'y a pas de client, tu vas arrêter d'utiliser cette application. Nous, c'était pareil parce que le but de Split, pour revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on se compare souvent, l'analogie que j'aime bien utiliser, c'est qu'on est le Blablacar de l'abonnement. Donc on va prendre des abonnements qui sont partageables, des abonnements de divertissement, mais divers. On a la SVOD, de la musique, de la presse, du logiciel. On a vraiment beaucoup de services, plus de 260 aujourd'hui. Et l'idée, c'est de dire, quelqu'un qui a un abonnement à Spotify Family, ils sont 3 dans leur foyer, il leur reste 3 places vacantes parce que c'est des abonnements 6 personnes. Plutôt que de faire ce parcours à 3 personnes, il te reste 3 places, mets-les à disposition de la communauté. Et à l'inverse, nous, on met en relation avec des co-abonnés qui n'ont pas les moyens de payer le service en direct, qui vont rejoindre Nelly, qui a une place disponible. Et nous, on sécurise les transactions, etc. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait autant de propriétaires que de co-abonnés. Et ça a fonctionné super bien. Ça, c'est un coup de chance énorme et j'arrive toujours pas à l'expliquer. C'est qu'on avait besoin, en gros, de 30% de propriétaires pour 70% de co-abonnés. Dès le premier jour, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, donc c'est... Il n'y a même pas de calcul à faire. Ouais, c'est ça, c'est que ça a pris tout de suite, même si des fois, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des offres qui peinent à avoir des propriétaires, il y a plus de demandes côté co-abonnés, mais ça, maintenant, on arrive avec l'automation, avec des newsletters,
donner envie aux gens de passer de l'autre côté plutôt que d'être co-abonné, devenir propriétaire. Mais on a eu beaucoup de chance au début. Oui. Donc là, oui, là, tu parles vraiment de la chance. Tu aurais pu écrire ce que tu veux sur un business plan, finalement. Oui, parce que même aujourd'hui, on aurait pu dire, par exemple, mais niveau marketing, tu vas faire des pubs orientées vers les propriétaires ou des pubs vers les co-abonnés. Même aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc non, c'est vraiment de la chance. Pour moi, je n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui pourquoi, en fait. Bon, très bien. Bon, tant mieux. Tant mieux. Pour une fois, tant mieux. Bah ouais. Et donc là, finalement, après cette chance, on voit le looping arriver. C'est ça, le looping. Pourquoi ce looping? Bon, il n'y en a qu'un seul et j'espère qu'il n'y en aura qu'un seul dans mon dessin et après on s'envolera beaucoup plus haut. Ce looping, en fait, on est vachement lié aussi à l'actualité. Les audiences de Split, ou en tout cas le nombre d'utilisateurs qu'on a, sont beaucoup liés à l'actualité. Tu vois, en ce moment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. En ce moment, j'enchaîne des médias pour parler des sujets pouvoir d'achat et d'abonnement. C'est très bien pour nous. Il y a eu le Covid, et pendant le Covid, Disney+ aussi est sorti. Donc on a eu deux actualités qui nous ont fait du bien, pour le coup. J'ai plus honte de le dire. Mais le Covid, les gens étaient cloîtrés chez eux, donc il fallait forcément qu'ils s'occupent. Et tout ce qu'on propose sur Split, c'est pour s'occuper à domicile. Et le fait que Disney+ se lance, c'était quand même une plateforme énorme. On a eu un buzz énorme au moment de Disney. Donc là, on était en 2020, on a décollé en 2020. Et fin d'année 2020, le looping, c'est la redescente et le gros coup de flip finalement. On a été attaqué par trois géants que je peux citer aujourd'hui. Donc c'est une association, c'est pas eux en direct, mais via une association, Netflix, Disney et Apple. Rien que ça. Rien que ça, au tribunal de Paris. En référé, parce qu'ils estimaient qu'on parasitait leur activité, que ce qu'on faisait était totalement illégal, contraire au CGU. Voilà, c'est pour ça aussi je voulais parler d'évangélisation, c'est qu'on a dû évangéliser donc auprès des éditeurs français quand on rencontrait des Canal+, Le Monde, etc., qui sont devenus partenaires. On a réussi à dialoguer avec eux. Et ils ont compris que finalement le partage d'abonnements ne faisait pas mal aux éditeurs. On réduit le taux de résiliation, donc là on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a plein d'avantages au partage. Netflix, Disney, Apple, on n'a jamais réussi à discuter avec. Et on a appris aussi par la suite qu'ils aimaient bien finalement passer d'abord par le côté juridique pour ensuite peut-être un jour discuter. On le souhaite, on l'espère. Donc on a eu ce référé et j'ai eu très très peur. J'ai même hésité pendant un moment, j'en parlais avec mes associés, avec plein de personnes en disant mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête parce que là oui, tu t'attaques aux géants et en plus moi est-ce que juridiquement aussi pénalement je peux être responsable? Donc tu te poses plein de questions. Et on m'a conseillé au contraire de me battre et même en échangeant avec d'autres personnes qui ont l'habitude, qui ont des grosses boîtes aujourd'hui, qui me disent mais je vis avec 15 procès sur le dos, c'est presque normal. Et c'est vrai que quand tu regardes les histoires d'Uber, Uber c'est comme ça, toute sa vie a été comme ça pour lancer Uber. Blablacar au début de son activité n'avait pas le droit d'exercer parce que tu ne peux pas faire voyager des inconnus dans ta voiture. Donc ils ont dû se battre aussi pour faire changer les règles. Finalement ta crainte elle était plus personnelle, est-ce que je risque quelque chose à titre personnel plutôt que c'est la société qui apporte les risques? Pour être totalement honnête, moi personnellement, j'ai rarement des craintes. Là-dessus, c'est pas, je vis au jour le jour, c'est pas forcément moi, c'était pas ça le problème. Pour le coup, moi, ce qui me dérangeait, c'était aussi, on avait monté une boîte qui était en train d'exploser et de me dire mince, en fait, comme la première, ça y est, tout va se casser la gueule. Donc ça me gênait. Et donc on a été jusqu'au référé, on a pris un super cabinet pour nous accompagner, donc on a quand même été chercher dans le top des cabinets qui pouvaient nous accompagner là-dessus. Et à notre grande surprise, même si on s'en doutait un peu, mais vraiment à notre grande surprise, on a gagné le référé. Un référé, tu peux le gagner, c'est souvent le cas quand tu es attaqué à tort, mais pas aux dépens. C'est-à-dire que se faire rembourser ses frais juridiques, c'est des choses que tu peux voir souvent en Angleterre, aux États-Unis. En France, c'est assez rare. Là, on a carrément été remboursé de nos frais juridiques, donc ils ont été condamnés à leurs dépens. Donc on a gagné finalement cette première manche. Et voilà, donc c'était vraiment le gros coup de flip. Ouais, c'était... Et ça s'est formalisé comment? Tu as reçu un courrier un jour Oui, en fait, au début, ils sont même passés, et c'était pas très correct, mais ils sont passés par notre PSP de paiement pour essayer de nous faire couper tous les paiements du site, sans même nous avoir jamais contactés. Et ça, pour le coup, ça a été mal vu aussi par la juge des référés qui accepte pas ça finalement, qui dit mais c'est une société française, on a pignon sur rue, on a nos mentions légales, nos moyens de contact. Non, ils ont essayé de passer par le côté on va essayer de leur couper leur PSP, comme ça ils peuvent plus vivre et puis ils vont arrêter d'eux-mêmes, ce qui est pas très fair-play. Donc voilà, ça c'est. Mais finalement, ils ont fini par nous écrire parce que notre PSP nous a contactés. Heureusement, c'est un PSP que je remercie. Lemonway. Heureusement qu'ils sont français. Tu vois, ça aurait pu être un Stripe, un PayPal qui ne va pas forcément avoir de contact en direct avec toi. Là, c'est un PSP français qui nous accompagnait depuis le début, qui nous connaissait très bien. Et ils nous ont clairement dit, nous, déjà, ils n'ont pas le droit de nous demander de vous couper. Mais on te le dit. Et c'est là où on a dit, oula, les galères commencent. Et 2-3 mois après, on a reçu, nous, en direct le courrier. Et c'est là où on a commencé à se défendre et qu'on a été au tribunal jusqu'au bout et on a bien fait.
Donc là, c'est bon. On a été poursuivi au fond derrière. D'accord. Et le fonds, en fait, je viens de l'apprendre la semaine dernière, est repoussé jusqu'en 2025, à savoir qu'entre-temps, et c'est ça qui est génial, les choses ont beaucoup évolué du côté des éditeurs. Netflix, aujourd'hui, permet le partage officiellement sans parler de foyer. Il suffit de rajouter un surplus, payer quelque chose. Donc il n'y a même plus de sujet pour Netflix. Apple, ça n'a jamais été un sujet. Pour le coup, c'est ce qu'on avait dit pendant le référé. Et Disney, cet été, vont mettre la même chose que Netflix en place. Donc ça veut dire qu'en 2025, de toute façon, tout ce qu'on nous reprochait, parce que ça a commencé en 2022 cette histoire, enfin en 2021 le référé, 2022 le fond, n'a plus, le juge le verra, il n'y a même plus de sujet là-dessus, donc on est très serein là-dessus. Et finalement, pendant cette procédure, tu arrivais quand même à penser à demain, c'est assez partagé. J'avais des salariés et certains associés qui, eux, étaient toujours à fond. Je ne te cache pas que moi, pendant ce référé, c'est marrant, mais tout de suite, je me disais... Est-ce que j'ai encore envie de voir plus loin, parce qu'on travaillait sur des grosses features, des grosses fonctionnalités qui allaient nous coûter assez cher. Je me disais, est-ce que vraiment on le fait? Parce que de toute façon, là, j'ai l'impression que ça y est, c'était la fin. Donc j'avoue que j'avais une perte de motivation à ce moment-là. Ouais, c'est dur. Et au résultat du référé, par contre, c'était x1000. C'est que je suis reparti avec... et là, d'autant plus avec ce qu'on a appris récemment, que le procès est reporté à l'année prochaine, parce que justement, c'est compliqué de juger une affaire où les choses ont totalement évolué. Mais là, je me sens tellement bien, c'est trop bien. Donc là, le looping s'arrête... pour une remontée dans l'espace. Une remontée, voilà. Il se passe beaucoup de choses. Déjà, on est rentable aujourd'hui. On bat des records. Combien de collaborateurs aujourd'hui? On est 26 personnes. D'accord. On bat record sur record en termes de chiffre d'affaires. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on est sur du récurrent. Donc, tous les mois, on augmente notre chiffre d'affaires. On sort des nouvelles choses tout le temps. On a une équipe qui est juste au top. Tu as appris de ta première expérience où tu es plutôt devenu gestionnaire? Ah, mais clairement. Clairement, j'avais fait tout un pitch comme ça, à Bordeaux d'ailleurs, sur comment gérer sa boîte en bon père de famille. Parce que j'ai fait tout l'opposé de ce que j'ai avec cette première société, où maintenant j'ai un logiciel de trésorerie où vraiment on ne va pas dépenser n'importe comment, je ne veux pas lever de fonds. Donc on a eu des aides de la PPI, je peux pas dire qu'on est parti vraiment que de nos fonds, mais on ne veut pas lever de fonds, on veut faire qu'avec notre argent, quitte à y aller un peu plus doucement. Est-ce que les startups deviennent des entreprises traditionnelles finalement? J'ai l'impression. J'ai l'impression, en fait, en discutant de plus en plus avec, et j'aime bien le terme, on a Superprof, donc Wilfried Granier, qui nous a rejoint en tant qu'actionnaire dans la société, et lui qui fait partie du club Bootstrap. On voit beaucoup passer d'infos sur le club, et je trouve ça génial, en fait. C'est beaucoup plus traditionnel et c'est beaucoup plus sain, je trouve, de gérer une société comme ça. Donc oui, parfois, tu as besoin de faire c'est pour ça que je parlais de la BPI, mais pour accélérer, pour te lancer sur certaines choses, tu as besoin de te faire aider. Après, faire des levées de fonds et devenir une licorne, nous, ce n'est pas notre objectif. Moi, j'ai envie qu'on expose tout avec... Naturellement, organiquement. Exactement. Par les clients. Par les clients, par l'international. C'est pour ça que je vise la Lune et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Superprof, parce que c'est pour moi l'exemple juste... l'un des meilleurs exemples français, c'est Superprof en termes de réussite à l'international. Il a tellement de bons conseils à nous apporter. On a un business qui est tellement proche de l'offre et la demande, de vouloir rester, parce qu'on veut que nos salariés restent en France, on veut que nos bureaux, en tout cas, restent en France, même si on est beaucoup plus en télétravail que Superprof. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés. En plus, avec Wilfried, on se connaît depuis 20 ans. Et il va nous accompagner là-dessus. Et là, on est déjà en train de regarder. Donc on est déjà dans tous les pays d'Europe. On n'a pas investi du marketing dans tous les pays, mais on va vraiment accélérer les choses là-dessus. Et aussi en Amérique du Sud, c'est un pays qu'on va attaquer très vite. Ah, super, donc en fait là on est sur la concrétisation du modèle national à l'international. C'est ça, maintenant qu'on est rentable et surtout qu'on commence à vraiment, enfin ça fait plaisir, moi je te dis, j'ai jamais eu une boîte, j'ai pas honte de le dire, mais j'ai jamais eu une boîte qui générait de l'argent réellement, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, te dire tiens j'ai fait tant de bénéfices, comment on va les réinvestir? Donc déjà sécuriser les salariés, donc pouvoir payer les gens sa juste valeur et de pouvoir se dire cet argent qu'on a en plus, qu'est-ce qu'on va en faire, sur quoi on va dépenser? Là, on est déjà en train de réfléchir sur une campagne guérilla qu'on veut préparer entre septembre et octobre de la rentrée sur tous les youtubeurs français. Donc, on a les moyens, en tout cas, nous, maintenant, voilà, de faire... Moi, c'est ce couteau sous la gorge qu'on a quand on a... l'argent, finalement, n'est pas le tien, finalement. Donc, oui, alors, quand c'est pas le tien, tu te sens redevable. Mais aussi, oui, c'est ça, quand... moi, j'adore, j'ai l'impression, vraiment, avec mes logiciels de trésorerie, etc., de voir un peu nos prévisionnels, on a aussi la chance d'avoir un business model qui est très facile à voir dans l'avenir. Quand tu es sur du ponctuel, quand tu dois faire de la presta tous les mois, vendre, je sais pas, un logiciel qui n'est pas sous forme d'abonnement, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on connaît nos taux de résiliation, on connaît nos coûts d'acquisition, on sait combien on gagne par client, donc c'est très facile de voir, pas l'euro près, mais quasiment, où est-ce qu'on en sera dans un an. Donc pour calculer nos dépenses, prendre des risques, même prendre un prêt auprès de la banque, c'est beaucoup plus simple.
Merci Jonathan d'être venu dans le roller coaster. Merci Nelly. J'espère que tu as passé un bon moment. Je t'invite Génial. à signer ton ticket. Allez. Et je vous invite tous à partager, liker cet épisode. On se retrouve dans le prochain. À bientôt.